Bonjour à tous, Jacques Nikanov. Alors, je ne suis pas maître de conférence, comme c'est indiqué. Je suis ancien élève de l'ENA et j'ai été professeur associé à l'Institut d'études européennes de l'Université Paris 8 avec ma collègue Anne-Cécile, avec qui d'ailleurs je partage l'essentiel du propos. Alors, donc, qu'est-ce qu'une société politique? Dans la suite de ce qui a été dit, d'abord, si l'on veut qualifier la situation politique que connaît notre pays depuis des années, accélérée d'ailleurs par les luttes populaires sur la question des retraites, l'abstention record aux élections, méfiance généralisée vis-à-vis des partis politiques et de plus en plus vis-à-vis des élus qui avaient été protégés pendant un moment, eh bien, on utilise différentes expressions dans le débat public. Et les plus fréquentes d'entre elles sont crise de la représentation politique ou alors crise de la démocratie, ce dernier terme d'ailleurs revenant de plus en plus fort à l'occasion des luttes sur la question des retraites. Mais si on étudie correctement cette situation et que l'on reprend les concepts utilisés, on se rendra compte en réalité qu'il n'existe ni crise de la représentation politique, ni crise de la démocratie. C'est un peu paradoxal ce que je vous dis, parce que nous baignons dans un climat qui prétend le contraire, mais je voudrais défendre cette thèse selon laquelle il n'y a absolument pas de crise de la démocratie. En revanche, il existe une crise, une stratégie délibérée de la classe dominante via les politiques de mondialisation néolibérale, en particulier celle de l'Union européenne, du système de l'Union européenne, dont l'objet est d'éliminer le caractère politique des sociétés. Et donc, il n'y a aucune raison de se plaindre d'une crise de la démocratie, alors que l'objectif des politiques de mondialisation néolibérale et du système de l'Union européenne est précisément d'éliminer la démocratie. Il faudrait donc qu'on remette les choses un petit peu en place. Alors, par crise de la représentation politique ou crise de la démocratie, eh bien, c'est un mauvais diagnostic et on peut même dire que c'est de l'enfumage. C'est contribuer à masquer l'origine des problèmes afin de protéger la classe dominante, tout simplement. Il n'y a donc ni crise de la représentation politique, ni crise de la démocratie. Qu'appelle-t-on une société politique? C'est une société qui doit disposer de sa pleine, entière et permanente autonomie institutionnelle. C'est-à-dire, c'est une société qui, de manière consciente et publique, s'auto-institue. Les pesanteurs de la tradition, le dogmatisme des religions ne forment plus la superstructure dans laquelle toutes les activités humaines doivent se fondre. Bien sûr, il existe toujours des traditions, du folklore, des spécificités locales, personne ne peut le nier. Bien entendu, il existe toujours des religions qui permettent aux croyants d'être libres et protégés, quelle que soit leur religion, grâce à la laïcité. Toutefois, aucune de ces traditions et religions n'a de rôle et ne doit en avoir dans le libre débat des citoyens et le choix concernant la meilleure forme que doivent prendre les institutions ici-bas. La question a été évoquée tout à l'heure. Par conséquent, les décisions des citoyens en définissant l'organisation institutionnelle font la société par la politique. Une société qui a perdu la maîtrise de la forme et du contenu de ses institutions a donc perdu son autonomie institutionnelle. Elle n'est plus capable de concevoir ces institutions comme des choix ouverts, libres, publics, réversibles. Elle n'est plus une société politique. C'est ce qu'est en train de devenir la France
principalement du fait de l'Union européenne. Qui dit société politique dit évidemment démocratie. Pour que les citoyens décident de l'organisation qu'ils souhaitent pour la société, sous tous ses aspects, et particulièrement la production de la subsistance, c'est-à-dire l'activité économique, le rôle des entreprises dans la société, des relations sociales pacifiées sont nécessaires. Pour y parvenir, le renforcement des classes les plus nombreuses, dépendantes de leur seule force de travail, doit être opéré par les institutions et pas par la guerre civile. C'est pourquoi le pouvoir institutionnel doit être confié au plus grand nombre, ou plus exactement, le plus grand nombre doit arracher le pouvoir afin de l'exercer pour son avantage. Voilà ce qu'est la démocratie, à mon sens. La démocratie est donc la présence du peuple, la communauté des citoyens, au sommet des institutions, pour établir des dispositifs institutionnels qui renforcent les personnes les plus nombreuses, mais les moins puissantes socialement. Qui dit société politique dit également État. Ce dernier est l'assemblage institutionnel de la société permettant un gouvernement centralisé d'un peuple et d'un territoire unifié par une souveraineté interne et externe. C'est lui, ce peuple, qui va établir et maintenir la forme et le contenu des institutions publiques de cette société. Il ne s'agit évidemment pas de la caricature habituelle assimilant l'État à une bureaucratisation de la société ou de l'absorption de l'économie par l'État. Si le peuple est au sommet des institutions, l'État est le sien, c'est-à-dire l'État du peuple. Il devient l'instrument de ce que dit l'article 2 de la Constitution française. Le principe de la République est gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. L'État est donc mis au service du renforcement structurel de ceux qui ne vivent que de leur travail, comme par exemple ce qu'a magistralement réalisé la sécurité sociale. L'enjeu aujourd'hui est de réaliser, par exemple, l'État employeur en dernier ressort, si l'on veut bannir le chômage et la précarité. Comme l'État est déjà le garant, ou devrait-il l'être, de l'accès aux soins et de la scolarité pour tous. Pour qu'il existe une société politique, il faut la souveraineté. Une puissance, c'est-à-dire une puissance qui fait des lois et qui les fait respecter au service du peuple. C'est-à-dire un ordre légal autonome, unifié, indivisible et inaliénable, strictement limité à ce qui ressort du bien public sur un territoire précisément circonscrit. À l'intérieur de ce territoire, la souveraineté implique que la nation ne soit pas soumise à une autorité externe à ce territoire. Les relations et le droit international doivent reposer sur la coordination et la coopération entre États souverains égaux et non sur la subordination ou même la concurrence. Tous les États sont des puissances souveraines et doivent le rester. Cet ordre légal, cette capacité d'orienter les institutions de la société, cette compétence générale pour s'assurer du bien public, implique une série d'actions concrètes que permettent les pouvoirs spécifiques de la puissance publique. C'est la puissance de faire et de défaire la loi, c'est la puissance instituante et même constituante. Ce sont aussi des prérogatives matérielles qui permettent de s'assurer de l'effectivité de la puissance publique, sans laquelle cette souveraineté n'est plus qu'un principe creux. Par exemple, la souveraineté nucléaire, la souveraineté économique, le pouvoir de lever l'impôt, la souveraineté militaire, la souveraineté monétaire, la souveraineté budgétaire, la souveraineté judiciaire,
la souveraineté commerciale et financière, etc. Tout ce qui nécessite la garantie et la réalisation de l'autonomie politique de la société doit rentrer dans les compétences de la souveraineté matérielle sans limite, sous peine de n'être plus qu'une prétention sans force et sans enjeu. Cette prétention, cependant, n'est pas celle d'une omnipotence, d'une toute-puissance avec laquelle souvent on la confond pour juger de son obsolescence présumée. Un État souverain ne peut pas tout faire, bien entendu, et n'est jamais indépendant ni de facteurs extérieurs, ni de manière plus générale de contraintes matérielles tout aussi évidentes. Il est en revanche toujours libre, cet État, de décider comment réagir institutionnellement à des contraintes inhérentes à tout exercice d'un quelconque pouvoir. Dans un État démocratique, la souveraineté est nationale. La souveraineté européenne qui est prônée par M. Macron est une autre façon de détruire le caractère politique de la société française. La raison est simple. Elle a été donnée par Jean-Claude Juncker, ancien président de la Commission européenne, qui a déclaré, je crois que ça a déjà été cité, ou ça va l'être forcément, mais c'est pas mauvais, la pédagogie, c'est une répétition. Il ne peut pas y avoir de choix démocratique contre les traités européens. Voilà, tout est dit dans cette formule. Et autrement dit, on ne peut pas changer les traités européens, on ne peut pas être contre, nous sommes obligés d'être pour. Il s'agit donc d'une forme de religion dont la croyance ne peut être questionnée. C'est bien le contraire d'une société politique. La souveraineté nationale est attribuée à la communauté des citoyens présents. Une société est politique car elle a acquis la capacité d'être autonome politiquement, de s'auto-instituer, de pouvoir transformer continuellement la forme et le contenu de ses institutions principales. Cette capacité est mise au service du projet politique de l'ensemble des membres de la société, de leur volonté générale, de leur bien commun, défini par le bien public, tranché régulièrement par la majorité de tous les citoyens au moyen du vote. Ce qui est appelé le souverainisme, pour sa part, ne s'intéresse qu'à la souveraineté de l'État, sans la relier forcément à un projet démocratique au sens politique et social du terme. La mondialisation néolibérale, et je vais terminer là-dessus, la mondialisation néolibérale est le projet politique de la classe dominante. Elle trouve ses fondements dans la nécessité pour les classes dominantes de la triade, États-Unis, Europe, Japon, de trouver une parade efficace à trois phénomènes qui les menaçaient depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. D'abord, chronologiquement, de faire face à l'apparition de l'Union des républiques socialistes soviétiques, l'URSS, en 1917, puis au développement d'un camp socialiste, ou dit comme tel, à partir de 1945. L'existence de ce camp, quelle que soit l'opinion que l'on porte sur les régimes politiques de ces pays, réduisait les marges de manœuvre du capitalisme, notamment américain, sur le plan mondial. Tous les domaines étaient affectés, diplomatie, défense, recherche, sport, espace, économie. Des centaines de millions de personnes étaient privées des bienfaits, entre guillemets évidemment, de la consommation de masse occidentale, plafonnant la collecte du profit par les firmes multinationales. La deuxième menace vient du mouvement universel de décolonisation qui se déclenche à partir de la conférence de Bandung en Indonésie en avril 1955. 29 pays africains et asiatiques décolonisés créent le mouvement des pays non alignés et revendiquent un nouvel ordre économique et politique mondial. La montée des mouvements de libération nationale met la politique étrangère américaine en échec croissant. Indépendance de Cuba, troubles en Amérique latine et centrale, avènement en 1970 par voie électorale du socialiste Salvador Allende au Chili, victoire militaire d'un petit pays, le Vietnam, contre la puissance militaire mondiale. Tous ces phénomènes s'ajoutent et s'entretiennent mutuellement. Et la troisième menace
ce sont les conquêtes sociales du XXe siècle. Le New Deal aux États-Unis en 1933, le Front populaire en France en 1936 et aussi en Espagne, les régimes d'économie mixte en Europe de l'Ouest de 1944 à 1948, comme en France, et de puissantes luttes syndicales qui se développent ensuite dans les pays occidentaux durant les décennies 60 et 70, qui obtiennent des avancées significatives pour le monde du travail. Au total, jusqu'au milieu des années 70, le capitalisme perd une partie de son contrôle sur certains pays, dans beaucoup de grandes entreprises. Les profits et la productivité baissent, les salaires montent, et les idées anticapitalistes se développent dans toutes les catégories sociales, notamment la classe ouvrière et la jeunesse. La contre-révolution néolibérale se fixe pour objectif de casser cette dynamique. Il fallait rediscipliner la classe ouvrière et la jeunesse. Cette contre-révolution n'a pas hésité devant la répression, Chili en 1973, et puis aujourd'hui, il semble que ce soit la voie de l'autoritarisme qui l'emporte, mais elle s'est surtout placée sur le terrain politique et idéologique pour finalement submerger intellectuellement les forces qu'elle combattait, syndicats et partis de gauche pour parler clair. Le projet néolibéral, théorisé dès les lendemains de la Seconde Guerre mondiale, va se déployer sur toute la planète à partir des années 60 et se généraliser au début des années 80. Son but essentiel, donc, est la suppression discrète et progressive de la souveraineté des États-nations, c'est-à-dire la destruction de la démocratie et du caractère politique des sociétés. Tel est en effet le moyen le plus efficace pour l'oligarchie mondiale d'interdire toute possibilité de mise en œuvre de politiques qui pourraient contrevenir aux intérêts des classes dominantes par les gouvernements qui auraient cette tentation. Cette stratégie politique est celle de la mondialisation néolibérale, donc elle repose sur 4 piliers, je les cite, sans développer pour conclure. Donc, premier pilier, c'est la guerre idéologique. Deuxième pilier, le libre-échange. Troisième pilier, la libéralisation financière. Quatrième pilier, les traités internationaux et institutions multilatérales démocraticides avec le système de l'Union européenne en pointe. L'ensemble de ces agencements vise à permettre l'activité la plus libre possible pour les firmes multinationales, particulièrement américaines, qu'elles soient industrielles, de services ou financières. La dynamique populaire constituante que nous préconisons vise à combattre la destruction du caractère politique de la société, à reconstruire le peuple comme entité politique autonome, c'est-à-dire en dehors des partis, voire en contournant les partis politiques qui sont aujourd'hui dans l'incapacité de mener à bien ces projets, et de stimuler, d'encourager la création de comités locaux constituants qui seraient des sortes de méta-comités, dans le sens où ils ne viendraient remplacer personne, mais aggloméreraient les structures déjà existantes, qui continueraient leur activité, bien entendu, mais qui auraient un point d'action commune dans ces méta-comités. Merci.